On se retrouve après cet intermède commercial. Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du soir. Ce soir, nous nous intéressons à un sujet qui touche directement à la modernité, si on peut le dire, et à l'économie de notre pays, le développement de l'e-commerce au Bénin. Face à cette croissance, l'État s'organise. Le Code du numérique et la loi des finances de 2025 ont posé les bases d'un cadre légal obligeant les acteurs de la vente en ligne à se mettre en conformité fiscale. Pour y parvenir, la Direction générale des impôts a choisi la voie du dialogue, ouvrant des discussions avec tous les acteurs du secteur. Notre débat ce soir vise à comprendre quelque peu les enjeux de cette démarche. Pourquoi cette mise en conformité est-elle vraiment nécessaire et comment le dialogue peut-il aboutir à une solution équilibrée pour tous? En deuxième temps, nous parlerons de cette orientation post-bac qu'organise le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça démarre sur l'ensemble du territoire à partir du lundi prochain. Et pour ces échanges ce soir, je suis avec Monsieur Innocent Godonou. Il est enseignant et journaliste. Bonsoir, Monsieur Godonou. Bonsoir, Madame Toboula. Bonsoir chez vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Monsieur Innocent Sopeta, journaliste et également enseignant. Bonsoir. C'est bien Nicolas Sopeta. Nicolas Sopeta, ouais. Bonsoir Madame Toboula, bonsoir aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Ravi d'être sur ce plateau et un souvenir particulier à ma mémoire de l'illustre disparu et à qui vous avez consacré le mois, Monsieur Noumo Xavier, devant qui je m'incline puisque c'était un grand journaliste que la maison a perdu, que le Bénin tout entier a perdu. Et merci au directeur qui a cru devoir lui rendre ce grand hommage en lui dédiant le studio. Bon, voilà, merci beaucoup. Ah, c'est votre première depuis... Ouais. Ah, d'accord, c'est votre retour alors. Ben, le troisième larron de l'équipe n'est pas là ce soir. Ouais. Il s'agit de Monsieur Didier Renaud. Ouais. On va le retrouver certainement la semaine prochaine. Alors, chers invités, la Direction générale des impôts a convié les acteurs de la vente en ligne à une séance de sensibilisation ce jeudi sur les obligations fiscales des entreprises ou personnes physiques exerçant en ligne. En la matière, je vous fais un petit topo. Le Code du numérique comporte des dispositions qui encadrent les activités menées par voie électronique, y compris donc le e-commerce, le Code général des impôts de 2025 ainsi que la loi des finances de l'année en cours ont des dispositions qui encadrent donc ce secteur. Ainsi, le dialogue ouvert par la DGI semble, je vais vous poser la question à vous, Monsieur Godonou, semble donc une approche de sensibilisation pour peut-être amener les acteurs de l'e-commerce à se conformer aux lois fiscales. Je pense que c'est une très très bonne démarche de la part de la Direction générale des impôts, parce qu'avant de véritablement, avant de rentrer vraiment dans cet univers-là, je pense qu'il était important pour cette direction de rencontrer les acteurs, les e-commerciaux, comme on les appelle, puisqu'ils se sont déjà regroupés en un réseau. Il faut dire que l'Afrique a l'air, en général, l'Afrique a l'air du numérique. Jusqu'en 2025, il y a en fait, les échanges e-commerciaux ont atteint plus de 40 milliards. Et donc, il y a plus de 500 millions d'Africains qui s'adonnent à cette activité e-commerciale. Et là, ça devient un enjeu économique majeur. Donc, le Bénin n'est pas resté en marge. Mais le plus important d'abord, c'est qu'il faut rencontrer les acteurs. Il faut discuter avec les acteurs. Il faut communiquer sur la loi qui encadre cette activité. Il faut le dire au Bénin, c'est une activité commerciale un peu opaque, où c'est un peu touffu et n'importe qui s'improvise e-commercial. Et je pense que la Direction générale des impôts est dans une très très bonne démarche. Et surtout qu'il fallait responsabiliser les acteurs et aussi essayer de créer une très très bonne traçabilité, surtout dans les transactions, parce qu'aujourd'hui on voit que, bon, je donne l'exemple, par exemple des cybercriminels qui pensent qu'ils sont dans le B2B, dans le e-commerce, parce qu'ils créent cette activité opaque pour pouvoir cacher
au fait, leur forfait. Voilà. Donc, je pense que c'est une démarche pédagogique en attendant qu'on rentre dans la phase opérationnelle en ce qui concerne la collecte des fixes et le paiement des impôts. Vous la saluez également cette démarche, M. Sokweta? Je m'inscris parfaitement dans cette même ligne que Innocent Godonou, que c'était une bonne démarche parce que justement nous sommes à l'ère du numérique et vu la flambée donc dans ce domaine-là, il faille véritablement faire quelque chose pour faire profiter à l'État l'activité qui, il faut le dire, de plus en plus prend d'ampleur, comme le disait Innocent tout à l'heure. Et pour un pays comme le Bénin qui a une économie essentiellement fiscale, nous serions restés à ne rien faire et de ne pas faire profiter à la caisse de l'État, en tout cas cette activité que mènent les uns et les autres, qu'on le veuille ou pas, sur le territoire béninois. Absolument. Et donc, la démarche, moi je suis totalement d'accord avec cette démarche parce que avant d'aller à la répression, avant de passer aux différentes sanctions, il va falloir informer suffisamment les acteurs du domaine, dialoguer avec eux, leur montrer au fait le bien fondé de différentes lois qui sont prises, pour quel avantage d'abord pour eux, parce que comme le disait Innocent tout à l'heure, il y a des brebis galeux qui sont dans le domaine, et donc la loi est là pour recadrer les choses, mais également pour faire profiter à ceux qui sont sincères, véritablement sincères dans le domaine. Et donc, pour cela, l'État doit pouvoir avoir son œil là-dedans et faire profiter de l'activité à tous les citoyens du Bénin. Et faire profiter l'activité à tous les citoyens du Bénin, c'est aussi les amener à payer les taxes et impôts qui permettront naturellement à l'économie de se porter bien. Parce que plus cette économie-là se porte bien, justement, ça profite aussi bien à ceux qui exercent dans le domaine, mais aussi à vous et moi qui sommes des citoyens lambda, mais qui, d'une manière ou d'une autre, profitons aussi de e-commerce. Qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui se vendent en ligne. Et depuis chez vous, vous pouvez, avec la monnaie électronique, c'est très rapide. Et donc, je pense que c'est une démarche louable. Puisque les impôts, personne ne peut être contre cela. Et quand on regarde même bien... Mais si on n'a pas la culture, Justement. On se défile très vite. Hein. Justement, mais le problème, c'est que, en fait, le gouvernement de Talon, c'est l'un des rares gouvernements qu'on ait connu et qui ait pu mobiliser autant de ressources à partir des impôts. J'ai suivi... le porte-parole dernièrement sur un plateau de télévision qui était en débat avec un autre qui disait combien en termes de recouvrement de taxes et d'impôts, combien aujourd'hui la caisse du Bénin se porte très bien. Et donc on est toujours dans la même veine, quoi, trouver d'autres activités qui n'ont pas encore pu rentrer qui ne sont pas encore rentrées dans la dynamique pour véritablement faire profiter au Bénin cette activité. Voilà, Monsieur Godonou, la vraie question peut-être c'est comment enrôler tous ces e-commerçants dans cette sensibilisation. C'est vrai que la convocation de la DGI concerne les associations et autres, mais il y aura toujours des gens qui ne seront pas informés des dispositions en vigueur. Puisque le contenu du communiqué, c'est d'informer justement sur... bien évidemment, ces dispositions qui encadrent la fiscalité concernant les e-commerçants. Non, mais le danger qui attend ceux qui ne vont pas accepter et formaliser, en tout cas, formaliser leur activité, c'est qu'il y a des sanctions. C'est des sanctions qui vont frapper. Vous avez parlé dans vos propos liminaires du code numérique qui prévoit des dispositions et en même temps des sanctions. Donc, je pense que ceux-là doivent se mettre à l'idée que c'est pour couvrir, pour protéger au fait les activités, c'est pour l'exercice légal au fait de cette activité que cette démarche a été entreprise. Et Nicolas Sokweta disait qu'il y avait des brebis galeux, bien sûr que oui, mais il faut déjà qu'à travers cette communication, ces brebis galeux sachent qu'ils doivent faire tout possible pour se conformer aux dispositions en vigueur. Vous savez, les mobilisations des ressources, en fait, la mobilisation des ressources fiscales
c'est pas pour le bien de l'État, c'est pour le bien du peuple. Avec les infrastructures routières qui se créent un peu partout, je pense que c'est à partir de ces ressources fiscales-là que nous les constatons, l'effectivité, nous constatons justement l'effectivité. Donc, celui qui accepte intégrer ou une base de données ou le fichier qui sera dégagé, c'est pour la couverture légale de ces activités. Et longtemps, je vous ai dit qu'il y a une certaine opacité dans l'exercice de cette activité-là, et que vous savez très bien qu'il y a de grosses transactions financières qui se font, et vous savez très bien qu'il y a des dispositions qui ont été prévues par la loi Finance 2024. Donc, ils ont intérêt, et nous, notre rôle, forcément, c'est de leur montrer réellement l'intérêt supérieur et le bénéfice qu'ils ont à trouver à travers cette régularisation. C'est très important. Le problème, c'est en fait aussi la contribution que doivent apporter les médias dans la sensibilisation, dans la diffusion des différents communiqués. Déjà, ETélé fait déjà bien que nous en parlons ici. Parce que effectivement, le grand nombre, en réalité, et ça c'est dans beaucoup de domaines, le grand nombre d'hommes exerçant exerçant des activités dans les domaines donnés ne sont pas prêts souvent à exercer dans la légalité. On préférerait profiter outre mesure de son activité sans pour autant faire savoir cela. Eh bien, le problème ici, c'est que il y a un problème. Lorsque avec l'essor technologique aujourd'hui, le numérique prend tellement d'ampleur que c'est-à-dire que c'est un domaine qu'on ne peut pas laisser en vrac comme ça pendant longtemps encore. Et donc, l'État, en prenant déjà ces genres d'initiatives, je crois que c'est pour régulariser un certain nombre de choses dedans. Alors, de ce côté-là, il va falloir qu'on mette tout le monde à contribution. Je veux parler des médias. Et donc, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient amener à atteindre le grand nombre pour que tout le monde se conforme. Parce que ce n'est qu'en se conformant que l'État peut véritablement asseoir sa politique de recouvrement des impôts et de taxes par rapport à l'activité. L'autre chose, c'est que moi, c'est vrai que c'est un début. Je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer la sensibilisation. Il faut que l'État accepte de toute façon prendre le temps nécessaire pour suffisamment informer, pour suffisamment sensibiliser. Ce dialogue que la DGI est en train d'ouvrir avec les acteurs, je pense que ce ne sera pas la première. Il va falloir l'élargir à d'autres associations qui ne se sont pas encore fait connaître pour que on atteigne le plus grand nombre des acteurs dans le domaine pour véritablement, qu'on passe sans la sanction ou encore à une répression éventuellement. Parce que c'est vrai que la répression chez nous, quand ça commence, c'est parfois dur, si dur et amer que la Nivaki n'a avalé, qu'on en a souvent avalé par ici. Et selon vous, est-ce qu'il y a peut-être des défis majeurs auxquels les acteurs de l'e-commerce sont confrontés face à cette demande de conformité? Oui, forcément, il y a des défis. L'un des problèmes que ces acteurs-là rencontrent, on l'avait déjà signalé quelque peu, c'est que la méfiance du fait des arnaqueurs. Et donc, il faut faire en sorte que, en fait, ce n'est que l'intervention de l'État dans le domaine maintenant qui peut régulariser un peu les choses et les amener et leur procurer cette confiance-là et que ils puissent véritablement, parce que c'est très facile, hein. Il y a des gens il y a des experts dans le domaine informatique qui sont capables de détournement et puis très facilement, et aussi bien le client que le commerçant puisse être roublé. Il va falloir faire très attention. Et donc, je pense que avec aussi l'État qui doit mettre beaucoup de moyens dans le contrôle, parce que si entre-temps le contrôle n'est pas aussi fort que cela puisse être, il y aura donc de fuite de capitaux.
Et là, des problèmes vont surgir et on réussira difficilement à cadrer cela. Non, pour moi, les défis majeurs, c'est d'abord d'ordre administratif. Puisque pour exercer cette activité, il faut avoir un certain nombre de documents officiels. Il faut avoir un IFU, un RIB, et pour un registre de commerce aussi. Donc, je pense qu'à travers cette communication, la DGI doit pouvoir mettre l'accent particulier sur ces documents officiels dont ils doivent disposer. Et là, l'autre défi, c'est aussi le capital confiance. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de problèmes, il y a de désagréments dans les transactions, quel est alors le rôle de l'État? C'est-à-dire que je suppose qu'un individu ici à Parakou doit envoyer un produit à Cotonou. Et que, bon, dans le circuit, il y a problème. Quel est alors le rôle? Parce que l'État est le garant de la sécurité commerciale aussi. C'est autant de clarifications que la DGI doit pouvoir apporter à ces acteurs-là pour qu'ils se disent, bon, cette structure, oui, nous sommes prêts à payer les impôts, mais en cas de désagrément, cette structure nous propose aussi des solutions pour des dédommagements d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que c'est aussi un défi majeur. L'autre défi, c'est l'acquisition de l'information, c'est-à-dire la disponibilité de l'information. Parce que aujourd'hui, le numérique évolue tellement qu'il y a de nouvelles données qui apparaissent sur le marché. Est-ce que la DGI est capable d'organiser des colloques ou des conférences pour véritablement informer les acteurs? Mais je suis sûr que lorsque ces acteurs vont chercher à régulariser, à formaliser les activités e-commerciales, DGI pourrait être à même à travers la création d'une fêtière, puisqu'il y a déjà des réseaux, il y a des associations sur le terrain, créer une fêtière, c'est-à-dire organiser le secteur. Serait ça l'État d'organiser? Bon. Oui, parce que déjà si l'État les informe, l'État voudrait avoir certainement une fêtière, c'est-à-dire une prise de confiance. Les amener à sortir de l'informel pour formaliser leur activité. S'organiser, mais d'une manière ou d'une autre, l'État doit aussi leur tracer les voies pour mieux s'organiser. Justement, tel que ça a été fait au niveau des artisans. Aujourd'hui, les artisans sont très bien organisés à travers les chambres et autres là. Donc, possiblement, on peut aller aussi sur ce terrain. Parce qu'une fois, ils créent une corporation, dans l'exercice de cette activité-là sera beaucoup plus supervisé, contrôlé et encadré. Et n'importe qui, un kidam ne peut pas s'improviser e-commercial s'il n'a pas l'agrément de la fêtière. Voilà. Et aussi, pourquoi pas, s'il n'a pas aussi les documents officiels que la DGI mettra à la disposition de cette fêtière pour beaucoup plus de transparence dans l'exercice de ce métier-là. Parce que qu'on le veuille ou pas, le e-commerce est devenu une profession aujourd'hui. Bien sûr que oui, parce que c'est là peut-être le hic en tout cas, mon avis, est-ce qu'on n'a pas eu ce retard-là dans l'encadrement ou encore même dans ce dialogue qui vient d'être, qui sera ouvert? Le problème, c'est une activité qui a pris corps il y a très longtemps au Bénin. Moi, j'ai des amis qui sont dedans il y a très très longtemps, qui ont fait leur vie dedans. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte que, vu ce qu'ils engrangent, qu'on ne voit pas ou que l'État n'a pas sa part, est-ce que c'est seulement parce que pour cela qu'on s'est relevé aujourd'hui pour faire ça? Le problème, je me dis qu'on aurait pu, depuis un bon moment, déjà, baliser un certain nombre baliser le terrain, faire en sorte que avant que ça n'atteigne cette proportion où ça atteint aujourd'hui, qu'on aurait pu déjà avoir un regard bien structuré, bien organisé pour permettre à ce que ça aurait pu permettre à l'État d'en profiter depuis très longtemps. Maintenant, est-ce que l'État pourra avoir les moyens d'encadrement comme cela se doit? Vu la pointe de la technologie aujourd'hui, c'est ça. Il y a tellement de problèmes. Il faudrait que la DGI s'arme et que les ressources humaines qu'il faut pour aller véritablement au contrôle, ça aussi c'est encore un autre problème pour la DGI. Et les acteurs qui sont dedans,
ils ont peut-être été déjà... ils ont peut-être déjà eu la main sur un certain nombre de choses que la DGI pourra avoir difficilement difficile à contrôler. Est-ce que aujourd'hui ces gens-là seront prêts véritablement à collaborer comme cela se doit aussi? Ça, c'est un autre problème. Ont-ils le choix? Ça, c'est de toute façon, c'est un dialogue qui est lancé. On va pas culpabiliser l'État parce que toutes les activités que ces structures-là mènent sont encadrées véritablement par la loi. Et on a bien dit que c'est la loi Finance 2024 qui a prévu, 2025 pardon, qui a prévu que cette activité-là soit véritablement encadrée et que les taxes aussi soient payées pour renflouer les caisses de l'État. Maintenant, vous savez, depuis un certain moment, quand on parle de couverture numérique, je pense que c'est à l'aide de la rupture, tout deuxième mandat, deuxième quinquennat que c'est en train de prendre réellement corps. Le premier quinquennat, oui, mais on a travaillé à avoir les infrastructures numériques qu'il faut aujourd'hui. Il y a toujours cette fraction numérique qui se constate. Tout le monde n'a pas accès n'a pas accès justement, fracture numérique, pardon. Il y a toujours cette fracture numérique qui se constate. Tout le monde n'a véritablement pas encore accès en ce temps. Mais aujourd'hui, je pense que la disponibilité de l'Internet existe et l'État s'est tellement attendu qu'il y ait une couverture presque intégrale, couverture numérique presque intégrale pour pouvoir se lancer dans cette activité. Aussi laisser le temps aux acteurs de mieux s'organiser pour que l'État ait une interface pour pouvoir dialoguer et faire le recouvrement fiscal comme cela. Voilà, on note un début, donc une ouverture concernant ce dialogue pour sensibiliser ces acteurs sur les dispositions légales en vigueur qui encadrent les activités en ligne. On verra bien la suite après ces différents échanges. On va passer à présent, si vous le permettez, à notre second sujet. À l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, une vaste campagne d'orientation de nouveaux bacheliers démarre lundi prochain. C'est une tournée nationale pour informer ces nouveaux étudiants sur les filières disponibles, les débouchés principaux ainsi que les conditions d'admission dans les universités, etc. Vous êtes tous les deux enseignants. Nicolas Soupoueta, un timing parfait pour cette orientation? Oui, un timing parfait parce que les résultats, après, il faut justement que ce soit après les résultats. On vient d'avoir les résultats, les relevés sont distribués, les attestations bientôt. Et donc, place maintenant au choix de filière. Ce qui avant ne se faisait pas et chacun pouvait aller... Se faisait juste avec quelques organisations. Oui, juste avec quelques organisations, mais qui n'avaient même pas une propension aussi élevée où tout le monde a accès aujourd'hui. De partout où vous êtes, vous pouvez être informé suffisamment sur les filières et les débouchés. Ce n'était pas évident. Et donc, on faisait les choix à volo et puis les échecs répétés par la suite. Et bien aussi, on ne faisait pas les choix en suivant l'ambition réelle qu'on a et suivant la disponibilité de l'emploi sur le marché. Et donc, je pense que le timing est pour moi parfait. Et l'activité elle-même, le fait de sensibiliser les nouveaux bacheliers par rapport à ce qu'ils ont a choisi à l'université. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et nous autres, on n'a pas eu cette chance-là. Parce que beaucoup d'entre nous ont fait des choix à l'université et qui aujourd'hui sont devenus de véritables chômeurs parce que la formation qu'ils ont eu à faire ne cadre avec pratiquement rien sur le marché. Et donc, bienvenue au chômage et on peut compter des dizaines comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on ne résout pas systématiquement le problème de chômage en faisant cette orientation. Bien qu'il faut alors bien d'autres stratégies pour juguler cette crise-là de chômage. Mais moi, je pense que c'est déjà un début. Et il est important d'inviter nos sœurs, nos jeunes sœurs bacheliers, nos jeunes frères bacheliers à aller participer à cette séance-là
pour véritablement un bon choix, un choix qui leur ouvre la voie de l'emploi. Ce n'est pas une première. Depuis certaines années déjà, le ministère de l'Intérieur fait de cette orientation une préoccupation majeure pour pouvoir mieux répartir ces étudiants dans les filières, en tout cas porteuses de débouchés. On peut dire que c'est une continuité qui est l'une des solutions peut-être pour mettre un terme au mauvais choix de filière. Vous voulez parler du ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'enseignement supérieur. Je pense que le temps est propice parce que l'agenda se déroule, le calendrier, le planning est respecté, Nicolas l'a rappelé. Et donc après le bac, je pense que l'orientation est cruciale. Et l'État est en train de prendre ses responsabilités parce que longtemps on a constaté que sur le plan orientation des bacheliers, l'État était absent, complètement absent. Il n'y avait que des organisations privées, des ONG, et surtout aussi les universités privées qui descendaient de temps à autre dans les écoles, dans les établissements pour sensibiliser. Mais aujourd'hui, cette orientation est d'une responsabilité étatique. Et c'est ce qui marque réellement la particularité de cette démarche. Alors, quand il s'agit de choix de filière, auparavant, c'était le suivisme, le conformisme, mais aujourd'hui, il y a un document officiel. Il y a un document officiel qui présente la situation des filières, la cartographie des universités aujourd'hui. Et le bachelier, en collaboration avec les professionnels et surtout et principalement les parents, parce que les parents aussi en sont pour beaucoup dans le choix des filières. Et aujourd'hui, le gouvernement voudrait que les défis d'employabilité soient surtout mis en exergue, parce qu'il ne sert à rien d'aller chercher des diplômes à l'université et ne pas être compétitif. Donc aujourd'hui, et ne pas trouver véritablement des débouchés. Donc aujourd'hui, la tendance est que le numérique est en train de prendre le pas. Et il y a des filières qui sont porteuses d'emploi. Aujourd'hui, il ne sert plus à rien d'aller dans les facultés, qu'on le veuille ou pas, parce que là, les facultés d'office vous conduisent d'une manière ou d'une autre, ayant de griffe dans des situations, difficiles à l'avenir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des filières qui sécurisent, qui rassurent énormément en termes d'employabilité. Je pense que là, c'est là où le candidat, avec les parents et justement les professionnels, les trois acteurs et même l'État doivent véritablement collaborer pour que à l'avenir, le choix fait puisse être déterminant pour l'exercice d'une profession. Et justement, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement mise sur ces filières ou ces formations professionnelles. Oui. Un choix qui peut-être répond aux besoins du marché de l'emploi béninois actuellement, selon vous? Bien sûr que oui, vous avez su bien le dire. Aujourd'hui, vous voyez le numérique. D'abord, nous avons parlé du e-commerce. Et le e-commerce est une opportunité pour la formation, pour les choix de formation. C'est-à-dire que les bacheliers doivent aller surtout aller opérer des choix dans ce domaine-là pour pouvoir sécuriser en fait leur avenir professionnel. C'est très très important. Aujourd'hui, le bachelier ou l'étudiant ne doit plus perdre le temps à aller surtout dans les facultés, encore que là, il n'y a que une infime partie, il n'y a pas grand nombre. L'autre aspect aussi, c'est que revenons aussi sur le quota des bourses. Parce que l'État mise beaucoup sur les choix porteurs, les filières porteuses d'avenir, sur le numérique, sur l'agriculture et bien d'autres choix. Mais aujourd'hui, on ne veut plus faire de longues études, aller passer 4 ou 5 ans à l'université, revenu chômeur. Je pense que l'auto-employabilité reste un credo pour l'État et doit être aussi une préoccupation pour les parents et les professionnels qui sont engagés dans l'orientation de nos bacheliers. On parlait de cette orientation vers
les métiers de formation professionnelle. Il a parlé de l'agriculture, du numérique. C'est en tout cas vers ces éléments-là que le gouvernement oriente ces nouveaux bacheliers, même s'ils ont peut-être une idée claire de ce qu'ils veulent faire de leur vie, de leur avenir professionnel. Non, ça, ce n'est pas évident. Le problème, c'est que qu'ils aient une idée claire avant même ces formations, ces sensibilisations, ce n'est pas évident. Le problème, nous autres, on a été confrontés à cela. Parce que même les parents n'avaient, excusez-moi, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est presque sûr que on n'avait pas, quand vous étudiez jusqu'en seconde, et vous faites le choix pour être littéraire ou scientifique, on ne vous dit pas vers où ça vous conduit. Vous-même, vous ne savez pas qu'est-ce que ça donne réellement après. Quand on a le bac aussi, on commence par se chercher qu'est-ce que je vais faire au campus et on se lance. Je donne moi mon exemple. Quand j'ai eu mon bac, avec mon bac D, j'ai dû m'inscrire d'abord en PC, en physique-chimie, et avant de me retrouver de l'autre côté. Et il a fallu que je me retrouve dans une filière à la flash en philosophie pour m'en sortir. Au fait, on se cherchait comme ça. Il y a beaucoup d'étudiants comme ça on se cherchait. Donc, vous pensez que les parents doivent aussi être pris en compte dans l'orientation? Les parents ont un rôle déterminant. Même avec cette sensibilisation de l'État, les parents ont un rôle déterminant. Et depuis même la seconde, depuis la première, quand on fait déjà le choix de série, il faut déjà, comment appelle-t-on, discuter avec l'enfant pour lui dire, mais voilà ce que tu entrevois faire quand tu prends cette série-là. Mais à la fin, quand tu auras le bac, fais attention, le parent doit être derrière son enfant, les parents doivent être derrière leurs enfants pour le choix des filières. Et je crois que l'État apporte une aide plus à ce que les parents... Quand ils sont derrière, on impose à certains les filières ou les secteurs à embrasser. La plupart du cas, c'est que les parents même ne maîtrisent pas grand-chose. Ça, c'est vrai. Mais ici, maintenant, avec ce choix, avec cette activité de l'État, c'est-à-dire que les enfants sont suffisamment informés et eux autres, ils doivent parler de cela à leurs parents. Pour que les parents aussi interviennent dans ça. Parce qu'il ne suffit pas, parce que l'enfant peut participer aux séances de sensibilisation et on lui dit les bien fondés de telle filière, de telle autre filière, mais quelles sont ses capacités réelles à lui-même? Peut-être il n'a pas... Quelles sont ses capacités, non seulement intellectuelles, mais financières des parents? On ne tient pas compte de ça. Et aussi, c'est facile d'avoir des échecs répétés de l'autre côté et d'abandonner. Maintenant, moi, je pense que en plus de cette aide-là que l'État apporte désormais aux bacheliers et aux parents dans le choix des filières, c'est la question des bourses que l'Innocent Godonou soulignait tout à l'heure. Ça, c'est un problème majeur qui se retrouve au niveau des universités aujourd'hui. Et il y a un système qui est mis en place, mais qui, ma foi, ne profite pas aux étudiants. On dit aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez plus avoir la bourse quand vous êtes déjà classé dans une filière à l'université. C'est que depuis le bac, lorsqu'on vous classe dans une université, soit vous êtes secouru ou boursier, c'est fini. Mais là-bas, rien du tout. Or, ça avait permis à nous autres, qui se sont retrouvés de ce côté-là, et qui nous sommes battus pour avoir un certain nombre de... C'est pour mieux de redistribuer les bourses et secours. Non, justement, c'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, ça limite le nombre, ça limite tellement que c'est finalement... des gens se retrouvent même à la maison, ils n'ont plus ils ont le bac, mais ils ne peuvent pas évoluer. Oui, mais en fait, d'abord, je voudrais parler sur deux plans. Le premier plan, en fait, les séances d'orientation qui se font plutôt en aval, alors que en amont, c'est-à-dire depuis le CEP, le ministère des enseignements secondaires devrait pouvoir aussi commencer par faire des orientations pour les candidats. Il y a quelques orientations. Il y a quelques orientations, mais ce n'est pas autant médiatisé. Même après le BEPC aussi, il doit aussi... Alors, revenons au fait sur les bourses, où je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Nicolas, parce que là, on sait comment on obtient les bourses. Il y avait un réseau de corruption, de vastes réseaux de corruption, où même quand vous n'avez pas la moyenne, on vous donne la bourse et il faut être capable de diviser votre bourse en deux. Aujourd'hui, je pense que c'est très clair. Si déjà après le bac,
vous êtes boursier, vous finissez boursier quand vous réussissez régulièrement. Quand vous êtes secouru, vous évoluez. Je pense qu'il y a quand même une équité dans cette façon de faire les choses. Et que c'est très important. C'est vrai qu'en notre temps, quand vous étiez secouru à l'université en première année ou vous passez en deuxième année, vous pouvez être boursier. Il y a possibilité. Mais en même temps, en 2016, quand on a demandé à cette structure qui octroie les bourses, combien de boursiers vous avez à votre niveau, cette structure n'était pas capable de donner un chiffre exact. Aujourd'hui, avec les critères d'attribution de bourse, je pense qu'on pourra dire, on pourra préciser le nombre. Donc, il n'y avait pas la transparence avant. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine transparence et il faut souligner, il faut saluer cet effort de transparence qui se fait. Est-ce que c'est la seule stratégie de sécurisation des bourses? Est-ce que c'était la seule stratégie? Moi, je me dis que, au fait, le système est tel aujourd'hui, après les séances de sensibilisation, d'orientation, comme on les appelle là, on demande maintenant aux candidats, aux bacheliers, d'aller déposer des dossiers dans les différentes filières qu'ils ont choisies. Bien sûr. Après étude du dossier, on les classe dans des filières données. Et suivant une moyenne qu'on recalcule à base des notes que vous avez eues au bac, voilà. Oui, des matières principales, on vous attribue soit la bourse, soit le secours. Voilà. Et ça, c'est quand il y en a qui choisissent des filières dans lesquelles on ne les retrouve pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui n'ont, des étudiants, en tout cas des bacheliers, qui n'ont aucune filière dans laquelle on les a classés à la fin. Alors, est-ce que la séance d'orientation les a suffisamment orientés? Ça peut être l'exhortation. Non, vous allez sur... Vous ferez. Voilà. Il y a une plateforme. Voilà. Peut-être les exhortations que vous ferez, Monsieur Soukouté, puisque nous sommes en train de finir. Oui, donc il faudrait effectivement être regardant dans ce cas-là pour permettre au grand nombre, parce qu'il y a des gens qui sont à la maison, qui ont le bac, qui n'ont pas pu continuer par cause de ce système-là, où ils déposent des dossiers dans 3 filières et aucune des filières nous accepte. Et en fin de compte, ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas étudier, alors qu'ils en ont bien envie, ou encore même les capacités d'étudier. Moi, je mets toujours un point d'honneur sur le critère de transparence. Après votre bac, vous allez sur le site « Après mon bac » et vous faites 3 choix. Alors, si les moyennes que vous avez, les performances que vous avez ne vous permettent pas de continuer, je pense que là, c'est à l'État de décider. Mais pour la plupart, à 90%, ils arrivent toujours à trouver, ils arrivent à faire un choix. Est-ce que vous voyez? Donc, ils arrivent à faire. Je dis à 90%, ils arrivent à faire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas véritablement les capacités, n'ont pas les ressources, vu les performances, vu les moyennes qu'ils ont accumulées, n'ont pas de faire des études supérieures. Donc, comprenez que l'État aussi est dans cette logique-là de voir le profil du bachelier et de voir aussi, de leur proposer. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres alternatives à la formation, il y a la formation professionnelle avec le bac, il y a d'autres alternatives qui peuvent être explorées. Moi, ce qui me préoccupe et ce que je pense qu'il soit juste, c'est-à-dire que oui, bien sûr, la liberté est donnée au candidat d'aller faire 3 choix. Et c'est dans ces choix-là que l'orientation est faite, où l'État dégage un seul choix, une filière, et le candidat continue normalement avec sa bourse ou avec son secours. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a aussi les possibilités de titres de payant. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Dans les facultés. Allez, dans les facultés, il n'y a pas ça. C'est prévu dans le document officiel. On va exhorter dans le document d'orientation. Ce nouveau bachelier à une attention attentive, enfin, ça je me répète, à une attention particulière donc à ces séances d'orientation afin de faire les meilleurs choix pour leur avenir. Merci beaucoup, Monsieur Innocent Godonou. Merci autant à vous, Monsieur Sokwetin Nicolas. Mesdames et messieurs, merci surtout à vous qui nous avez suivis. C'est tout pour le débat de ce soir. Nous rendons l'antenne à vous, rappelant que toutes nos productions reste disponible sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.